Le fils du pauvre de Mouloud Ferraoun, chapitre 5, suite. Lorsque mon père arriva sain et sauf à la maison, on se rendit compte avec une joie mêlée d'un peu de dépit que ces précautions étaient inutiles. Heureusement, dans la modestie de leur cœur, les Haït Amer avaient jugé qu'ils avaient battu les Menarades, étaient restés prudemment chez eux. À la vue des turbans sombres et des croûtes de sang, mon père entra dans une violente colère. Il se mit à jurer tout ce qu'il aurait juré s'il avait assisté à la fête du matin. Il brandissait tour à tour un debbous, un poignard, un vieux pistolet dans la direction de la Djemara. Il voulait s'élancer dehors, mais ma grand-mère Halima et ses filles s'agrippaient à sa gandoura, à ses épaules, à ses bras. Ma mère, tout bonnement, tenait ses deux pieds embrassés. Mon oncle le regardait impassible. Quant à moi, sa grosse voix me faisait plaisir. Je me sentais en sécurité derrière une pareille colère. Quelques voisins entrèrent chez nous et réussirent à le calmer. L'un d'eux venait justement de la part de Lamine qui nous demandait de l'attendre, de le recevoir en compagnie des Tamen et de 2 marabouts du village. Sous la direction de ma grand-mère, les femmes se disposent immédiatement à préparer un grand couscous. La vieille tire non sans orgueil du chouari qui avait emporté le raisin à la ville, un grand chapelet de viande acheté par mon père. Nous verrons bien si ces lâches avares recevront l'honorable assemblée avec de la viande fraîche comme nous, dit-elle en parlant de nos ennemis. Ils leur donneront des pois chiches, dit ma mère. Certainement, nous sommes pauvres, mais Dieu merci, de toute ma vie, vos maris n'ont jamais eu à rougir lorsqu'il s'est agi de recevoir un hôte. C'est à cela qu'on reconnaît les bonnes familles. Évidemment. Mais si par hasard mon père n'avait pas acheté de la viande, ma grand-mère n'aurait pas été à court d'arguments et n'aurait pas cru devoir rougir en offrant elle aussi des pois chiches ou des fèves. Tard dans la nuit, notre cousin Cassie fait grincer le vieux portail après avoir toussé. Il précède les notables de quelques minutes. Le conseil de famille qu'il voulait réunir n'est plus nécessaire. Il entrevoit un arrangement, il est soulagé. Il appellera simplement quelques vieux du quartier qui sont d'habiles orateurs. Mon père acquiesce. Il sort. Ma mère, ma tante et mes cousines vont s'enfermer dans les petites pièces face à la grande maison où viendront s'assembler les hommes. Ma grand-mère seule reste près du canoun et insinue qu'elle ne pourra pas s'empêcher de dire son mot. Lamine arrive bientôt suivi de 2 marabouts et d'une douzaine de notables. Il traverse la petite cour en file d'un pas lent, drapé dans les burnous, l'air sérieux et digne. Mon père leur souhaite la bienvenue et baise la tête des chirs sur leurs capuchons pointus. Mon oncle est assis dans un coin, adossé à des oreillers. Les hommes laissent leurs souliers près de la porte et prennent place en rond sur notre grand tapis rouge. Mon père se tient debout contre un pilier de la soupente, il est un peu embarrassé. Après avoir énoncé la formule rituelle qui précède chaque discours, Lamine commence à parler, mais il est interrompu par mon père. « Vous êtes les bienvenus chez nous, les nuits sont longues, nous allons d'abord manger. » Les Tamen esquissent quelques protestations pour la forme. Ils savent qu'ils doivent manger avant ou après, et même qu'ils mangeront 2 fois, puisqu'en nous quittant, ils iront voir nos adversaires. Après tout, songe-t-il peut-être, Ramdan a raison de tout faire commencer par le couscous. Il leur permet ainsi de digérer d'abord notre repas avant d'en prendre un second. Mon père, de son côté, a jugé la situation. Il sait que lorsqu'on a goûté chez quelqu'un au pain et au sel, il est difficile de le trahir. Pour achever d'attirer sur nous la baraka, il donne à chacun des 2 marabouts 25 francs. Tout le produit du malheureux chouari y passe. Cela ne fait rien, tout le monde est à l'aise. Bon couscous, bonne viande, les chirs généreusement reçus, un bon café en perspective après les discours.
On pourra faire dire aux langues tout ce que l'on voudra, le problème n'est pas très difficile, il s'agit d'arranger des gens qui sont déjà parfaitement apaisés. Ni les Haït Hammer, ni mes parents ne songent en effet à compliquer les choses. Mais chaque famille veut, pour son honneur, faire croire qu'elle est intraitable. Dans ces circonstances, les notables et les chirs prennent une attitude grave et soucieuse qui impressionne favorablement les intéressés. Pensez donc, les Menrad ne sont pas peu fiers d'avoir alerté toutes ces barbes blanches qui viennent chez eux pour essayer de détourner un orage. Il faut souhaiter qu'elles réussissent. Au fond, personne n'est dupe. Les gens habitués à ces sortes d'arrangements savent qu'ils se traduisent toujours par 2 repas plantureux et un pourboire variant avec l'importance des chefs. Après avoir mangé et bu consciencieusement, ils décident de donner la Fatiha. Une Fatiha pour les vivants, une pour les morts, une pour les divinités, une pour les récoltes et une pour le renom de la famille. Cette dernière étant la mieux agréée par ma grand-mère qui en glousse d'extase. Respectueux de la forme, Lamine se fait raconter l'histoire par mon oncle. Voilà, Fouroulou arrive à la maison à moitié mort. Je vais demander des explications à Bousrad, il me répond de travers. Nous nous battons. Leur quartier étant près de la Djemara, tous les Haït Hammer sortent. Je reçois un coup de couteau. Les nôtres arrivent, c'est la mêlée. Puis, vous arrivez tous. C'est clair et précis. D'ailleurs, chacun est au courant des moindres détails. Le premier qui parle nous donne raison apparemment, comme il donnera raison tout à l'heure aux autres. Ceux qui parlent après lui répètent à peu près la même chose. Ils n'apportent de la variété que dans les parenthèses qu'ils ouvrent, les comparaisons dont ils se servent, les rapprochements que leur suggère la situation. La parole est maintenant au shir. L'un d'eux sort un vieux livre en arabe tout noir de fumée, enveloppé dans un mouchoir. Il lit quelque chose d'incompréhensible, appelle sur nous la baraka, puis sans transition, les foudres du ciel, si nous ne nous apaisions pas. Instantanément, ma grand-mère tremblante va effleurer le livre saint de ses lèvres timides. Mon oncle est tenu de jurer, la main sur le vieux parchemin, de ne plus chercher à ranimer la querelle. On obtiendra le même serment de l'autre côté. Il est inutile d'aller à la justice française qui compliquerait tout. Mais comme il y a eu du sang versé, le caïd voudra savoir ce qui s'est passé. Lamine se charge de le calmer, moyennant 100 francs qu'il donnera de sa poche jusqu'à ce que nous le remboursions, les Haït Hammer et nous. On nous explique tout cela. Mon oncle garde un silence gros de réflexions intimes. Mon père est convaincu. Quant à nos relations futures avec nos adversaires du matin, personne ne s'en soucie. L'essentiel, c'est qu'on ne se batte plus. Les notables sortent pour apaiser les Haït Hammer comme ils viennent de nous apaiser, et nous nous réveillons le lendemain les uns et les autres officiellement ennemis. Nous avons payé assez cher pour cela. Désormais, nous ne nous parlerons plus, nous ne nous rendrons plus de service, et Boussaad ne risque plus, avant longtemps, de me revoir en face de lui, prenant des leçons gratuites de vannerie kabyle.